RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue, RFM, il est midi, le grand journal. Barthélémy Ngom. À la une, demande d'extradition de l'ancien président par le collectif des victimes de Macky Sall, chose impossible. Selon le pénaliste Ndiak Fall, il précise qu'un ancien président de la République ne peut être poursuivi qu'en cas de haute trahison. L'ONG Jamra s'est retiré du collectif Andesam Djikoyi. Mamatar Gueye dénonce une campagne de médisance. Les membres du dit collectif regrettent son départ. Réforme du système éducatif, les enseignants décisionnaires tout comme les élèves saluent les mesures annoncées en Conseil des ministres mercredi dernier. Cette réforme aux yeux des enseignants doit nécessairement passer par une correction des inéquités. La Mauritanie qui renouvelle 500 licences de pêche pour le Sénégal, c'est bien. Mais à Saint-Louis, les pêcheurs réclament plus. Ces 500 licences vont permettre aux pêcheurs saint-louisiens de capturer cette année environ 50 000 tonnes de poissons pélagiques. Georges Déthié Diop sera avec nous pour les actualités internationales, Malal Diagne Junior pour le sport et Mohamed Ali Mouba pour la revue de la presse. Dans la rubrique Point de vue, nous allons, avec nos deux intervenants, passer à la loupe le match des Lions hier et le système de jeu d'Aliou Cissé. Rendez-vous en fin de journal. Aliou Ba est à la technique de ce journal. Bienvenue à tous. Demande d'extradition de l'ancien président par le collectif des victimes de Macky Sall. Le dit collectif qu'il a dit hier. Donc, chose impossible selon le pénaliste Ndiak Fall. Il précise qu'un ancien président de la République ne peut être poursuivi qu'en cas de haute trahison. Ndiak Fall avec Nafissatou Sila. Le principe est que le président de la République est irresponsable pénalement dans les actes commis à l'occasion de ses fonctions. Ça, c'est le principe. Donc, le principe, c'est l'irresponsabilité pénale du chef de l'État. Mais la Constitution dit que le chef de l'État est irresponsable pénalement, sauf en cas de haute trahison. La Constitution dit, sauf haute trahison. Or, la notion de haute trahison n'a aucune définition juridique. Donc, on peut enfermer dans la notion de trahison n'importe quelle autre infraction. Autrement dit, un chef d'État, quelle que soit la gravité des actes qu'il commet, il est considéré comme irresponsable. C'est ça ce qu'on appelle le principe de l'irresponsabilité pénale du chef de l'État. On considère que le chef de l'État est irresponsable pénalement, sauf en cas de haute trahison. La notion de haute trahison ne répond à aucune définition juridique précise. C'est un fourre-tout et donc on peut bel et bien inclure dans la notion de haute trahison certains actes qui auraient été commis par le chef de l'État. Les précisions du pénaliste Ndiak Fall qui s'est entretenu avec Nafissatou Sila sur la question. Midi, bientôt 4 minutes. RFM 94.0, la radio en puissance. Sphère ministérielle de Diamniadio, le personnel chargé du nettoiement rue dans les brancards, ils sont souvent victimes d'accidents de travail et ne bénéficient d'aucune prise en charge médicale. Pire encore, ils sont restés 3 mois sans percevoir leur salaire. Face à la presse, ces agents demandent aux autorités de rappeler leur employeur, l'entreprise Pronet, à la raison. Biri Mania est le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de l'administration affilié à la CSA au micro d'Abdou Diouf Diagne. Une femme victime de brûlure, il y a une femme qui a inhalé un produit toxique. Tout dernièrement, il y a une femme qui a été victime d'une malaise, qui n'a pas été vue trop tôt et elle est restée pendant une longue durée sans pourtant être découverte. On l'a découvert tardivement. Actuellement, elle est dans les services de réanimation à l'hôpital Fall. Donc on lui demande une somme de 500 000 francs pour une opération. Donc ça demande une assistance. Elles n'ont pas de contrat. On les paye à l'espèce. C'est des salaires dérisoires que je n'ose même pas prononcer. Elles sont victimes de retard de salaire de près de 3 mois, de 2 mois à 20 jours, bientôt 3 mois, à la veille de la Tabaski. Et ça, c'était déjà produit à la veille de la Korité et on ne leur avait rien donné. Voyez-vous, une mère de famille, la plupart d'entre elles sont des veuves, des mères de famille, des soutiens de famille, qui n'ont que ce salaire pour vivre. Et on retient ce salaire pendant 3 mois, plus des conditions dramatiques de travail, de la persécution de l'intimidation. Certaines même décrivent ces conditions comme des conditions esclavagistes. Ce qui est vraiment dramatique, on lance un appel solennel aux autorités de ce pays, d'essayer de voir comment régler le problème de ces femmes, qui sont des braves femmes, qui font leur travail extraordinairement bien. Félicité par tous les agents, pour toutes les autorités, parce qu'elles maîtrisent ce qu'elles font dans la discrétion.
L'appel à l'aide de ces agents du nettoiement au niveau de la sphère ministérielle de Diamniadio. Je vous l'annonçais en titre, les enseignants décisionnaires qui saluent les mesures annoncées par le gouvernement pour la réforme du système éducatif. Cependant, ils précisent que cette réforme doit passer nécessairement par une correction des inéquités dans le système éducatif. Ces enseignants réclament la régularisation de leur situation à travers la signature du décret 74-345. Écoutons là-dessus Abdoulaye Samb. Il est membre du collectif des enseignants non fonctionnaires du Sénégal. Il est avec Eladji Ndiogoudiène. Un nouveau système éducatif ne peut être performant tant qu'il n'y a pas une équité dans le traitement des enseignants. Ce que nous demandons à l'État, c'est de signer le décret portant modification du décret 74-347. Cette modification permettra aux enseignants décisionnaires d'être établis dans le droit, au même titre que les enseignants fonctionnaires. Et ce que nous demandons dans le cadre de cette modification, c'est d'abord que le décret puisse avoir une caractère rétroactive. En plus, nous demandons à ce que l'État nous reverse dans le corps des fonctionnaires, que nous puissions cotiser au même titre que les fonctionnaires au niveau du Fonds national de retraite. Et en plus, nous demandons à l'État à ce que l'âge de la retraite puisse être allongé à 65 ans. Nous permettons, nous enseignants décisionnaires, d'avoir un temps de carrière suffisant pour pouvoir, une fois aller à la retraite, d'avoir une pension entière, au même titre que les fonctionnaires. C'est ce que nous demandons à l'État pour qu'il y ait plus de problèmes dans le système éducatif. Donc, c'est le seul moyen par lequel on peut avoir un système éducatif performant. Abdoulaye Samb, membre du collectif des enseignants non fonctionnaires du Sénégal. Parmi les mesures annoncées en Conseil des ministres en vue d'une réforme du système éducatif figure l'intégration de l'anglais dès l'élémentaire et la prise en compte des langues nationales, entre autres mesures. Au lycée Maurice Delafosse, les élèves approuvent. Ils pensent que cette initiative ne peut qu'être synonyme d'un système éducatif efficient. Seydou Nourouba. Devant le lycée de la fosse, des élèves en classe de terminale profitent de la pause pour prendre le petit déjeuner. À moins de 2 mois du baccalauréat, ils sont en pleine révision. Nous les avons côtoyés pour quelques 10 minutes pour leur demander la proposition du chef de l'État en Conseil des ministres relative à la réforme du système éducatif, tel que l'enseignement de l'anglais dès l'élémentaire et la prise en compte des langues nationales. D'emblée, ces élèves approuvent. Partout dans le monde, on parle l'anglais. Bon, c'est très important de l'apprendre, oui, effectivement. L'apprentissage de l'anglais. Quelle belle initiative selon cet élève qui parle déjà cette langue. L'anglais, c'est la première langue. It's the first language of the world, you know. Right. So I can see that you speak English. Yeah, I can speak English. Nevertheless, I cannot speak many languages. Right. Yeah, I was born in California and New York. Yes. So how do you find this initiative? Yeah, I think that it is a good idea, you know. C'est une bonne chose, quoi. On l'apprend comme on parle français, mais bon, ça, c'est une bonne idée, quoi. Il n'y a pas que l'anglais. Les langues nationales aussi. Leur prise en compte dans les écoles peut être une bonne chose pour une meilleure compréhension de certaines matières telles que les mathématiques. Que comprendre l'Wolof, c'est pas seulement de parler à la rue comme ça. Il y a des profs même qui le disent. Il y a certains profs, quand ils expliquent en même temps le français et en Wolof, comprend mieux. C'est pour ça. La colonisation, il faut d'ailleurs s'en départir et imposer les langues nationales dans les écoles. On est malheureusement colonisé par les Français, mais nous devons apprendre notre langue. C'est très important. On doit l'intégrer dans le programme. Au lycée de la Fosse, ils sont nombreux, ces élèves qui sont en classe de terminale, encore de première, à approuver les réformes évoquées en Conseil des ministres pour un système éducatif beaucoup plus efficient. Seydou Nourouba, Kissemas, c'est dans la commune de Ndiédiène, département de Kaolack. Et bien là-bas, les populations demandent l'intégration de l'enseignement coranique dans le système éducatif. Elles estiment que les 6 milliards de francs CFA investis dans l'enseignement coranique sont insuffisants. Ces populations de Kissemas ont, au cours d'une rencontre dans le cadre d'une journée d'excellence, évoqué d'autres sujets qui plombent l'éducation des enfants et qui ternissent l'image de l'école sénégalaise. Thiemo Kébé, membre de la cellule de massification au niveau national, avec Fatoumbo.
Le nouveau gouvernement a mis en place au niveau de la présidence une direction des affaires religieuses et aussi de la insertion des diplômes d'arabe. Avec ça, nous appelons aussi l'État de mieux aider les écoles arabes parce qu'ici il y a beaucoup d'écoles non construites comme les écoles françaises. Parce qu'ici au Sénégal, nous sentons que ces écoles-là sont laissées en rade. Par rapport à ces enfants, si on les éduque sur le plan de l'islam, ça va nous aider. Notre pays est menacé sur beaucoup de ce qu'on vient de dire par rapport à ces mœurs. Si nous n'aidons pas nos enfants par rapport à cet enseignement coranique, bon, demain on le sait là où nous partons. Si on parle de l'éducation, il y a l'éducation coranique et l'éducation des écoles françaises. Il y a des inspections départementaux, il y a des IF, d'intégrer ces écoles. Vous voyez, 6 milliards c'est peu. Ces 6 milliards, on attend que 6 milliards. Est-ce que réellement ces 6 milliards sont investis dans les écoles? C'est une question à poser. Par rapport à ces 6 milliards, je crois que ce sont des 6 milliards qu'on attend, mais on ne voit pas ces 6 milliards. Nous demandons au ministère de l'Éducation d'insérer nos écoles, les écoles coraniques au niveau de l'enseignement, comme les écoles françaises dans ce pays. Comme il y a une direction qui concerne les affaires religieuses, nous demandons à l'État de vraiment appuyer ces écoles, de construire beaucoup d'écoles arabes pour qu'on puisse avoir des enfants, parce que le diplôme arabe est équivalent au diplôme français. Pourquoi pas aussi de les insérer, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez, on minimise les diplômes. Après les infrastructures, il y a les ressources humaines. Il faut qu'on recrute les enseignants. Mais ces enseignants que vous voyez sont des enseignants qui travaillent presque bénévolat, qui perçoivent des salaires dérisoires en moins de 50 000 l'année. Le Centre d'études et de recherche et de formation en langue africaine qui fait le bilan de ses réalisations dans le Ferlo, plusieurs réalisations, accompagnement des femmes et des collectivités territoriales dans le but d'une meilleure appropriation du budget participatif entre autres. Le CERFLA se dit par ailleurs préoccupé par le code pastoral dont les décrets d'application ne sont toujours pas signés. Baïsan Diaw. Le Centre d'études de recherche et de formation en langue africaine, CERFLA, en collaboration avec ses partenaires, passe en revue ses réalisations dans le département de Linguère. Amadou Gueye de l'ONG ex-EPR. CERFLA intervient sur beaucoup de domaines au niveau du Ferlo, essentiellement sur le renforcement de capacité des organisations communautaires de base. Et ce renforcement de capacité également est axé sur la langue locale, le polar. Ici au niveau de la zone, il y a beaucoup qui ne sont pas alphabétisés en français et le soubassement de l'intervention est axé sur le polar. À développer des activités économiques, le CERFLA aussi accompagne les communes à développer des outils de gestion, comme par exemple des conventions locales qui permettent à ces communes d'avoir une meilleure gestion des ressources naturelles. C'est également l'amélioration des revenus des communautés à travers la valorisation des ressources locales comme le lait et les produits forestiers non ligneux. Un package d'activités qui est développé par le CERFLA au niveau des départements de Linguère et de Ranérou. L'autre défi selon Amadou Gueye, c'est de s'impliquer pour l'effectivité du code pastoral déjà voté. Le CERFLA également compte travailler davantage avec les communautés pour la socialisation du code pastoral. Parce qu'il y a un code pastoral qui vient d'être voté après plus de 13 ans de lutte, de plaidoyer, jusqu'à ce que ce code pastoral soit voté en début 2024. Aujourd'hui, il faut également qu'il y ait des décrets d'application pour que ce code pastoral puisse être appliqué. Il faut également que ce code soit traduit en langue locale. Au moins certains articles qui concernent les éleveurs directement soient traduits en langue locale pour qu'au moins les producteurs puissent savoir le contenu et l'essence de ce code pastoral. Le CERFLA et ex-EPR, un partenariat au service des personnes vulnérables dans les départements de Linguère et d'Aranérou. Baïsan Diaw, Linguère, Radio Futur Média. Midi 13, la suite après ceci. RFM, la radio de toute l'actualité. L'ONG Jamra s'est retirée du collectif Andesam Djikoyi. Mamatar Gueye dénonce une campagne de médisance contre sa personne. Les membres du collectif regrettent son départ. Salimata Aou. Mamatar Gueye l'a annoncé à travers une vidéo. Son retrait du collectif Andesam Djikoyi s'explique selon lui par une campagne de diabolisation contre sa personne avec des attaques de toutes sortes. Pour le vice-président de l'ONG Jamra, c'est très décevant. On a non seulement vu une métamorphose de Andesam Djikoyi, mais également Jamra a été pris par cible par deux membres d'Andesam Djikoyi. Elhaji Diop Gaye, c'est un oustas, et le célèbre Cheikh Bara Ndiaye que tout le monde connaît, se sont permis, pour je ne sais quelle raison, de créer un complot, une campagne de médisance à l'encontre de Jamra, particulièrement à mon encontre. Précisément par des affabulations mensongères, attestant que lors de la rencontre pour manifester contre Charlie Hebdo, séance tenante, il avait été récolté une somme de 12 millions qui a été remise à Mamatar Gueye et qui a disparu avec l'argent. Et pourtant, ajoute-t-il, des luttes ont été menées ensemble avec beaucoup de satisfaction. C'est l'agenda que nous dénonçons, un agenda auquel l'État est complice, notamment en donnant des récépissés de reconnaissance officielle à des associations d'homosexuels, etc., etc. Donc Macky Sall n'avait aucun répit. Et c'était normal parce que c'est un pacte que nous avions
conclu entre nous, membres fondateurs de And Samm Jikko Yi, de nous battre. Le collectif And Samm Jikko Yi, lui, regrette cette décision, mais estime que le vice-président de l'ONG Jamra est dans ses droits. Comme gis nañu ñi ko composé souvent seen kuréel yi ni ñu bindoo mën nañoo wuute ay gisin moo tax tënkuñu benn kuréel ci muy jël ay décisions personnelles am yoo xam ne moo xam day dugg wala day génn wala day am yeneen engagement yu mu def loolu duñ leen ci tënk kenn. Mamatar Gueye invite les membres du collectif à la raison pour une paix durable au Sénégal. Salimata Ao, Pikine Icotaf, les agents du service d'hygiène ont saisi 73 cartons de mayonnaise et d'autres produits avariés. Babacar Diakhaté, l'adjoint du chef de brigade, en a profité pour demander aux populations de faire preuve de prudence concernant les aliments à consommer. Il s'est confié à Salamata Ousmane Diallo. Lors du séminaire du Parti socialiste, j'avais dit que nous sommes à 1 an des élections présidentielles. Ce qui est sûr et certain, le parti ne peut plus préparer un candidat, parce qu'un candidat présidentiel, on le prépare. Donc, la meilleure option pour le Parti socialiste, c'est d'opter. Toutes nos excuses, ce n'est pas le bon élément. Babacar Diakhaté, l'adjoint du chef de brigade de service d'hygiène de Pikine Icotaf, donc qui devait revenir sur cette saisie de 73 cartons de mayonnaise et d'autres produits avariés. Nous y reviendrons. Ce sera dans le journal de 13h avec Eladji Ndiogou Diène. Outiller le personnel des services du commerce sur le système de contrôle et le suivi réglementaire des aliments fortifiés. Une rencontre dans ce sens s'est tenue à Saly. Et l'occasion a été saisie par Ndeye Fatou Ndiaye, chef de la division nutrition à l'Institut Technologie Alimentaire, d'assurer qu'au Sénégal, la fortification des aliments est bien respectée, de même que les contrôles périodiques pour s'assurer de la qualité. Cependant, oui, elle dit constater une carence en micronutriments dans certains aliments. Ndeye Fatou Ndiaye, interrogée par Ndeye Matidien. C'est une stratégie, comme tant d'autres, il y a d'autres stratégies qui étaient là, mais la fortification est là pour renforcer les carences en micronutriments. Le Sénégal a un sérieux problème de carence en micronutriments, en l'occurrence le fer, l'acide folique, le zinc. En tout cas, la fortification obligatoire est bien respectée au Sénégal. Les industriels sont assez responsables, ils font l'enrichissement de la farine de blé en fer acide folique, de l'huile en vitamine A et le sel en iode. Seulement, ce contrôle de qualité est impératif parce que autant c'est la production, autant il y a le transport et le stockage qui peuvent faire leur effet. Mais la fortification est respectée. Seulement, nous avons des poches où la fortification est inadéquate, c'est-à-dire ne respecte pas la norme. Soit c'est au-delà ou bien en deçà de la norme. Et c'est ce qu'on est en train de lutter contre parce qu'il faut que ça soit juste, adéquatement enrichi. Oui, le contrôle est régulièrement suivi par les agents de contrôle assermentés du commerce intérieur qu'ils font correctement, qu'ils font périodiquement en fonction de leurs moyens, et c'est l'occasion de dire qu'il faut renforcer ces agents de commerce, l'occasion de dire qu'il faut renforcer en tout cas ce département du commerce intérieur qui se charge de faire le contrôle, que ce soit des sites de production mais aussi des marchés, des postes frontières, donc c'est assez large. Le Sénégal, il faut qu'ils aient des moyens, mais ils le font avec les moyens du bord. Et puis la Mauritanie qui renouvelle 500 licences de pêche en faveur du Sénégal. Cette recette du ministre sénégalais des pêches en visite en Mauritanie a été saluée à Saint-Louis. Les pêcheurs saint-louisiens pourront donc capturer 50 000 tonnes de poissons pélagiques cette année dans les eaux mauritaniennes. Mais ils plaident pour une augmentation des licences. Ousseynou Diop. La République islamique de Mauritanie a procédé au renouvellement de 500 licences de pêche avec le Sénégal. À Saint-Louis, les Guindariens apprécient positivement cette mesure après plusieurs mois d'attente. Abou Diallo habite dans le quartier des pêcheurs. Donc le fait d'augmenter le nombre de licences pour les pêcheurs, ça impacte positivement la vie des pêcheurs, c'est la vie des populations en général. Le protocole d'application de la Convention en matière de pêche et d'aquaculture, signé entre les deux pays frères en février 2001, a été encore une fois renouvelé. Pour FAMSA, ces licences de pêche vont permettre aux femmes transformatrices de Guindar d'avoir le produit nécessaire pour augmenter leur chiffre d'affaires. Parce que non seulement nous en avons besoin, surtout nous les femmes transformatrices qui attendent toujours la matière première pour pouvoir faire notre travail. Si ça manque, ça ne peut faire que infecter sur notre activité. Pour Omar Ben Khatabdié, le coordonnateur du conseil local de la pêche artisanale de Saint-Louis, ces licences vont régler plusieurs conflits entre les pêcheurs de la vieille ville
et les gardes-côtes mauritaniens. Les licences de pêche octroyées par la Mauritanie aux pêcheurs de Saint-Louis est extrêmement important, d'autant plus qu'elle participe à l'instauration d'une paix sociale, la réduction des conflits entre pêcheurs et gardes-côtes. Seulement, il est souhaitable aujourd'hui que les pirogues de Fele-Fele et lignes puissent également bénéficier des licences de pêche, surtout dans un contexte d'exploitation gazière à Saint-Louis. Ce protocole va permettre aux pêcheurs de Saint-Louis de pêcher cette année dans les eaux mauritaniennes 50 000 tonnes de poissons pélagiques. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Déthié Diop. Merci Barthélémy Ngom. Ouverture ce vendredi en République démocratique du Congo du procès du présumé coup de force du 19 mai dernier. Plus de 50 personnes devant le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe. Elles comparaissent pour l'attaque de la résidence du responsable politique Vital Kamerhe et du palais de la Nation à Ombaï. Depuis les événements du 19 mai dernier, peu d'informations avaient circulé sur les arrestations. Difficile de savoir combien de personnes étaient mises en cause pour ce coup de force. Désormais, c'est officiel. La liste compte 53 noms, tous des prévenus qui sont poursuivis pour les mêmes charges. Attentats, terrorisme, détention illégale d'armes, de munitions de guerre, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, meurtre et financement du terrorisme. Selon les informations de RFI.fr, les accusés ont été détenus un temps par les renseignements militaires avant d'être transférés à l'auditorat général des forces armées qui a donc décidé de l'ouverture de ce procès en audience foraine. Une opacité de la procédure dénoncée par l'avocat et militant des droits de l'homme Jean-Claude Katande qui espère que le procès permettra aux Congolais de connaître la vérité. Parmi les accusés, on retrouve Marcel Malanga, le fils de Christian Malanga, chef présumé du commando mort le 19 mai dernier, et plusieurs ressortissants de nationalité étrangère, des Américains en Belge. Au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan s'est rendu hier dans l'état d'Al Jazira, en déplacement qui fait suite à l'attaque sanglante menée contre les habitants du village de Wad al-Nourou. Au moins 100 personnes ont été tuées mercredi lors de cette offensive des forces de soutien rapide. Le gouvernement de transition soudanais a condamné l'attaque, appelant la communauté internationale à faire de même et à poursuivre en justice les responsables des crimes atroces commis contre les civils. Dans un communiqué, les paramilitaires ont déclaré avoir attaqué 3 camps de l'armée dans la région de Wad al-Noura et s'être heurtés à leurs rivaux en dehors de la zone habitée. Au Rwanda, Georges, publication hier de la liste provisoire des candidats à la présidentielle du 15 juillet prochain. Sur 9 dossiers, seulement 3 sont pour l'instant retenus, les mêmes qu'au scrutin de 2017. Le président sortant Paul Kagame, candidat à sa réélection pour un 4e mandat. Le député Franck Abineza du Parti démocratique vert, seul parti d'opposition reconnu, et Philippe Mapaïmana, employé depuis 2021 par le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique. 6 dossiers sont rejetés à cause de documents manquants, notamment concernant les 600 signatures de soutien nécessaires pour les indépendants qui ne sont pas affiliés en parti politique. Les aspirants à l'élection présidentielle ont désormais 1 semaine pour modifier et compléter leur dossier avant la publication de la liste définitive le 14 juin prochain. 5 nouveaux membres non permanents, dont la Somalie, élus au Conseil de sécurité. Avec 179 voix, la Somalie remplace le Mozambique et représentera le groupe des États d'Asie-Pacifique et d'Afrique. Ce vote qui s'est tenu hier lors de la 78e session de l'Assemblée générale marque le retour de Mogadiscio aux côtés du Danemark, de la Grèce, du Pakistan et du Panama. Ces nations entrent en fonction le 1er janvier prochain, prenant ainsi la relève des pays dont le mandat de 2 ans touche à sa fin le 31 décembre. Le Mozambique, le Japon, l'Équateur, Malte et la Suisse. Et pour terminer, la guerre Israël-Hamas, elle est entrée ce vendredi dans son 9e mois. Elle a été déclenchée par Israël après l'attaque du Hamas le 7 octobre. La nuit dernière, des frappes israéliennes ont touché plusieurs camps de réfugiés, ainsi que les villes de Gaza et Rafah dans la bande de Gaza. À Deir el-Bala, 6 personnes ont été tuées et 6 autres blessées dans la ville de Gaza. 2 ont été tués et plusieurs autres blessés. Merci beaucoup Georges Déthié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
Nous allons avec nos deux intervenants tout à l'heure, donc en fin de journal, passer à la loupe le match des Lions hier et le système de jeu d'Aliou Cissé. Nous serons avec Moustapha Sadio, journaliste sportif à la RTS, et Seydou Sané, porte-parole de la Fédération sénégalaise de football. RFM Sport. Sur cette dynamique, nous accueillons Malal Diagne Junior. Bonjour Malal. Bonjour Barthélémy. Justement, le système de jeu des Lions du Sénégal au centre des débats. Retour sur ce système de jeu qui a vu l'équipe nationale du Sénégal concéder le nul à domicile devant la RD Congo hier, un partout, au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio pour la 3e journée de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cheikh Tidiane Diagne a étudié la question. Le mot est lâché, Sadio Mané critique le système d'Aliou Cissé. Pour l'attaquant sénégalais, il faut bien revoir la stratégie qui n'est vraiment pas payante. On doit voir notre système et je pense qu'on a essayé de jouer plusieurs combinaisons et dans l'ensemble je dirais que ça n'a pas marché comme il faut. Donc pour être redoutable, je pense qu'on doit, comme je l'ai dit, revoir le système. Aliou Cissé bénéficie toujours de la confiance de la Fédération sénégalaise de football. Il y a quelques jours, il a eu le soutien d'Augustin Senghor, le président. Aliou Cissé def na liggéey bu mujj ayib pourquoi ñu koy war a changer indi nasaraan wala indi keneen respecté nañu ñeneen ñi seen dëkk mais tey man de fu ma toll nii sama Aliou Cissé bi moo ma gënal fukki Deschamps. dama koy wax parce que lim ma indil ay ñeneen jaar nañ fi ay waa bitim réew te indiwuñu ko fi. Pour son 5e match hier à la tête de l'équipe nationale, Aliou Cissé a trébuché devant la RDC qui l'a contraint au partage des points. Le consultant Mounir Sonko a également indexé le système. Et beaucoup n'ont pas compris que si c'est un 3-4-3 ou un 3-5-2 ou un 5-2-3, maintenant je pense que là ne se trouve pas le problème. Le problème c'est un problème d'animation. Aujourd'hui vous pouvez avoir une équipe qui joue à 3, mais dans l'animation qu'on peut savoir c'est qui fait quoi, comment on le fait. L'animation ne peut se limiter à quoi? Comment on fait nos sorties de balle, comment on coordonne le pressing, comment on le synchronise, qui coulisse côté gauche, quel est notre côté fort, où est-ce qu'on travaille pour finir où. Et maintenant sur la finition, qui fait quoi, qui fait comment on le fait, c'est ça qui est important. Commencer à 3 ou à 4 n'est pas le problème. Maintenant, moi je dirais que la liste s'est arrêtée sur sa liste, on doit le dire, parce qu'on peut avoir une liste de 26 joueurs sans latéral de métier. À partir de ce moment, tout le monde sait comment du jour, le coach congolais était préparé et ça a demandé frustré sûrement, comme beaucoup de joueurs. En 9 ans à la tête des Lions, Aliou Cissé a signé 65 victoires pour 23 matchs nuls et 13 défaites. Il a utilisé en tout et pour tout 102 joueurs depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Prochaine sortie de l'équipe nationale du Sénégal dimanche prochain pour la 4e journée de ces mêmes éliminatoires. Les Lions vont se déplacer à Nouakchott pour croiser l'équipe de la Mauritanie. Football toujours mal à Ligue 1 et 2. On joue la dernière journée ce week-end. Teungueth FC va consacrer et célébrer son titre sur sa pelouse demain face à l'équipe du Stade de Mbour. Djambar joue contre l'équipe de Génération Foot. Gorée contre Dakar Sacré-Cœur. Sonacos Guédiawaye. Jaraaf contre la Linguère de Saint-Louis. AS Pikine contre Diamono Fatick. Le Casa Sport reçoit à Kolda l'équipe de l'Union sportive de Ouakam. Et pour la Ligue 2 également, ce sera la dernière journée à partir de cet après-midi. RS Yoff contre Amitié, Walidan Djambour, HLM Dakar Demba Diop, Duc Oslo, Thiès FC Niary Tally, Sneps Agel, Keur Madior, AS Douanes. C'est tout. Oui, c'est tout. Merci beaucoup Malal. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Éliminatoire mondial 2026, Cissé, 5e match nul. Un match nul aussi nul que le projet de jeu proposé. Décidément, la magie du stade Abdoulaye Wade n'opère plus depuis la dernière campagne de Yacro. À la place du succès escompté, ce fut donc douche froide de Relève Sud Quotidien, chez soi, devant son public, en point et c'est tout, pas plus. Pour le stade quotidien, les Lions ont gaspillé des points. Sans Sadio Mané, Ismaël Sarr a fait ce qu'il a pu, mais le reste, l'ombre de même ou presque. Mais peu comme perdu dans le terrain, comme dirait l'autre. Rien n'y fit. Léopard avec sa part, à part égale avec le Lion, forcé de partager. Sadio Mané critique vertement son coach. Il dit dans le journal Les Échos, il est temps de revoir ce système de jeu si on veut redevenir comme avant. C'est la prolongation du traumatisme de Yacro, croit savoir le commentateur du journal Le Quotidien. Depuis la campagne misérable de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, les Lions du Sénégal ne s'en sortent plus. Ils ne rugissent plus pendant les après-midi à Diamniadio. Le confrère relève que depuis l'échec de la Côte d'Ivoire, après l'élimination à 8e de finale, les hommes de Cissé ne gagnent plus, n'avancent plus. Le Soudan trône au sommet de la poule. Pour le sélectionneur du Sénégal, le changement de garde rapproché devra attendre. Certains l'escortent depuis Londres 2012. Puis le stade Abdoulaye
Abdoulaye Wade n'est pas encore une forteresse inexpugnable. C'est foot comme l'histoire, surtout pour ce 5e match de Cissé qui ne restera pas dans les annales. Le chroniqueur du journal Le Quotidien retient qu'à Pays Morose, un stade qui perd de sa magie dans un pays où tout semble déprimant et avec une économie quasi à l'arrêt du fait de nouveaux pouvoirs qui bondent des muscles et veut tirer sur tout ce qui bouge. Un match des Lions du Sénégal est la parfaite récréation. Il n'y a rien de mieux qu'un grand choc entre des nations folles de foot pour trouver un peu de motivation au désordre ambiant et à la morosité du pays. Tabaski oblige, mais les travées du stade président Abdoulaye Wade de Diamniadio ont rarement été aussi vides pour les rencontres qui ont pu être accueillies dans cet écrin. Au fur et à mesure que le match avancera, les gradins auront du monde, mais rien de fou. Les Lions, malgré ce match nul face au Congo, auront donné un bol d'air et de quoi souffler dans un pays qui se cherche, de quoi garder encore une fierté pour cette nation, malgré tout le désordre ambiant. Fin de citation. Vous avez dit désordre, voici les mots du jour, les mots de lecture d'Alioune Tine, le monstre sacré de la société civile sénégalaise qui tombe à bras raccourcis sur Diomaye et Sonko. La gestion du pays, selon lui, rien de magique, loin de là. On a l'impression qu'un État pacifien est en train de se mettre en place. Ousmane Sonko a une surcharge de légitimité. Diomaye en est réduit à payer une dette politique. Mi-figue, mi-raisin, on retrouve le même Alioune Tine dans Tribune qui pense que le nouveau pouvoir risque de créer de nouvelles tensions au sommet de l'État du Sénégal. Juan Branco, lui, s'est remis à son jeu favori hier encore. Déclaré persona non grata à l'UCAD, Juan Branco a planché donc aussi ses sujets du jour, le procès de ses ennemis de toujours, Macky Sall, la CEDEAO ou encore la France. Juan Branco pense que la justice doit passer sur les événements de mars 2021 et juin 2023. Enquête relève que le collectif des victimes du régime de l'ex-président Sall exige un mandat d'arrêt international contre lui. Et réponse de Dr Yoroya, ancien ministre sous l'ancien régime, le souverain complexe d'infériorité du blanc a encore de beaux jours à Pastef. Diomaye Sonko et compagnie n'ont pas encore réussi à décoloniser leur esprit. Abdoumbo, dans le journal L'Observateur, soutient que les premiers mois du nouveau régime n'augurent rien de bon. Le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar concède que dans son camp, l'APR ne se porte pas mieux. Il y a comme une cassure entre les responsables et le parti. Là, s'en profite pour jauger les chances d'Amadouba. Pour le journal Amadouba, c'est comme Karim Wade, kiff de bon profil, mais sans audace. Le Sénégal avec audace a réussi à lever 450 milliards de rebonds. Le ministre des Finances, Pavoise, dans Boss Jour, c'est une confiance renouvelée à la qualité de la signature de l'État du Sénégal selon Cheikh Diba. Enquête note qu'avec ce recours au rebond, c'est reparti la spirale de la dette car les taux sont très élevés et les délais de remboursement courent. Selon le professeur Aboukan, enseignant-chercheur à la FASEG à l'UCAD, donc entre 2021 et 2024, la situation du Sénégal a inquiété tous les investisseurs. Avec un taux d'endettement de plus de 70% du PIB et un risque pays élevé, c'est difficile d'avoir des prêts concessionnaires. À la une du journal Source, la famille s'est cotisée pour tirer d'affaire Adama Faye qui était placé en garde à vue à la section de recherche pour magouille pour escroquerie foncière. Mansour Faye a fait le déplacement depuis Saint-Louis pour venir soutenir son frère. Le journal nous dit que Ibou Faye, un autre membre de la fratrie, est rentré de voyage pour assister Adama Faye. Bonne nuit à tous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous en venons maintenant à la rubrique Point de vue avec nos deux intervenants. Nous allons passer donc à la loupe le match des Lions hier et le système de jeu d'Aliou Cissé. Nous sommes avec Moustapha Sadio. Monsieur Sadio, bonjour. Bonjour, des journalistes sportifs à la RTS. Notre deuxième intervenant, c'est Idou Sané. Monsieur Sané, bonjour. Allô? Allô, oui. Monsieur Sané, bonjour. Oui, bonjour. Porte-parole de la Fédération sénégalaise de football. Alors avec vous, nous allons essayer de faire le diagnostic du match des Lions hier et le système de jeu d'Aliou Cissé. D'abord, je donne la parole à Monsieur Sadio, mon confrère Moustapha Sadio, journaliste sportif à la RTS. Monsieur Sadio, d'abord, quelle évaluation faites-vous du système de jeu d'Aliou Cissé qui consiste à se passer des latéraux de métier pour les remplacer souvent par un milieu de terrain qui joue le rôle de piston. On a vu que ce fut le cas lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Quelle évaluation faites-vous de ce système? Bon, à sa décharge pour hier quand même, il a été privé quand même de ces deux vrais pistons qui ont donné beaucoup de satisfaction lors de la dernière CAN
avec Crépin et donc Ismaël Jacobs. Crépin qui était suspendu et Jacobs blessé, ce qui a privé un petit peu Aliou Cissé, on va dire des latéraux, des pistons qui font que ce système-là puisse respirer en donnant beaucoup de largeur à l'équipe et surtout, c'était des joueurs qui se projetaient beaucoup vers l'avant. Maintenant, hier, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils mettent le jeune Mikayil Ngor Faye à gauche. Mais à droite, il est clair qu'il n'a pas de solution. Parce que sinon, on aurait pu avoir un Formose Mendy, un latéral qui est plutôt formé défenseur central. En fait, il était vraiment privé de munitions. Peut-être mettre Ismaïla Sarr qu'on a vu à l'Olympique de Marseille à ce poste-là, ce qui aurait pu donner, on va dire, le même pendant que ce que offrait Crépin comme option. D'accord. Donc globalement, on était obligé quand même d'aller vers une option pareille parce que on va dire que Habib Diarra a donné satisfaction quand même sur ce côté-là. C'est à gauche que ça a pêché parce qu'on n'a pas compris la position de Ismaïla Sarr, même s'il a été décisif, mais on n'a pas compris vraiment son rôle. On a parfois cru que Niakhaté était latéral gauche. Parfois, on a l'impression qu'on était sur une défense à 4. Donc, c'est ça le principal problème, le principal diagnostic qu'on peut faire sur l'équipe d'hier. D'accord. Il manquait de munitions à sa décharge alors, mais quelles sont, selon vous, les insuffisances de ce... Est-ce que ce système-là est payant? Je pense que ce système-là est payant. Ça a donné pas mal de satisfaction lors de la dernière CAN. On était très satisfaits, je pense tous, lors du premier tour, ce qu'on a pu montrer face à la Gambie, face à la Guinée, face au Cameroun. Ça offre beaucoup de stabilité. Ça permet aussi au milieu de terrain de pouvoir se projeter parce que il y a toujours de la sécurité des joueurs qui pouvaient, on va dire, enrayer les possibilités de contre-attaque adverse en cas de perte de balle. Moi, j'ai adoré ce système-là en Côte d'Ivoire jusqu'à malheureusement l'élimination face au pays hôte. Mais je pense qu'il doit continuer à insister. S'il a les hommes qu'il faut, parce qu'il s'interroge aussi sur l'absence de latéral au Sénégal. Au niveau de la formation, ça commence à poser problème. Et je pense qu'Aliou Cissé devrait aussi prospecter au niveau du championnat local. Si les joueurs à l'étranger n'offrent pas ce profil-là, il va falloir commencer à regarder. Oui, mais M. Sadio, le Sénégal quand même ne manque pas de latéraux. C'est juste une décision du coach aussi. Pour faire ce système-là, il faut des latéraux offensifs. On sait la fragilité de santé de Youssouf Sabaly. Crépin, après ses propos suite à l'élimination, qui est suspendu. Derrière, dites-moi qui pourrait jouer ce rôle-là à la perfection. Parce pour ce système-là, on a besoin de latéraux qui n'ont pas peur de se projeter, qui ont, on va dire, l'habitude de faire des courses offensives. Formose ne l'a pas. Le jeune Fadiga n'est plus appelé en sélection. Il vient tantôt pas du tout. Je vous jure que dans le grenier, Mikayil Ngor Faye. Il n'y a pas foison. Et Mikayil Ngor Faye. Et Mikayil Ngor Faye, oui, je le disais, que lui pouvait donner satisfaction à gauche. Mais lui non plus, ça reste un défenseur central de formation. En U17, il a joué la Coupe du Monde U17 avec le Sénégal en défense centrale. Au Barça B, il joue en défense centrale. Certes, le match face au Gabon au mois de mars, il avait été assez bon comme latéral gauche. Moi, je pensais qu'il l'aurait titularisé. Ça aussi, c'est un problème avec Aliou Cissé. Parfois, il manque de cohérence parce que s'il y a un projet derrière Mikayil Ngor Faye, c'est qu'il doit enchaîner. Il a été bon face au Gabon. 3 mois plus tard, il devrait quand même avoir, on va dire, une certaine continuité, une certaine logique. Le remettre pour confirmation. Absolument. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, Moustapha Sadio. Seydou Sané, le porte-parole de la Fédération sénégalaise de football. Quel est, selon vous, le meilleur système pour le Sénégal au vu des profils de joueurs que nous avons? Monsieur Sané?
Allô, Monsieur Sané. Apparemment, Monsieur Sané nous a quittés. Bon, de l'autre côté, on va l'appeler à nouveau. Alors, Moustapha Sadio, je poursuis avec vous le temps de permettre à l'autre Monsieur Sané de nous rejoindre. Est-ce que, au vu des profils de joueurs que nous avons, ce système-là est le meilleur pour le Sénégal? Bon, en fait, le 4-3-3 quand même semble être le meilleur système pour le Sénégal. Le 4-3-3. Le 4-3-3. Aliou Cissé a quasiment joué 75% de son magistère sur ses 9 ans. 75% de ces 9 ans-là, il a joué dans un 4-3-3 qui a donné beaucoup de satisfaction. Il a parfois essayé un 4-4-2 également avec 2 attaquants. Bon, hier, c'est un tout autre système, en tout cas en ce qui concerne la tête du système, avec 2 attaquants de pointe, Habib Diallo et Nicolas Jackson, qui ont été, on va dire, titularisés pour la première fois ensemble. Ouais. On a quand même vu que ça manquait de complémentarité. Ça, quand même, ce système-là, oui. Oui, allez-y, Monsieur Sadio. Alors, excusez-moi. Donc, je disais que ce système-là donne autant de sécurité quand même que le 4-3-3. Avec ces 3 centraux-là, on va dire que le Sénégal a cette latitude-là de pouvoir attaquer à outrance parce qu'on a toujours 3 ou 4 défenseurs qui sont en place. On va dire prêts à enrayer les velléités offensives adverses quand on perd la balle. Mais ce système-là, je ne l'ai pas retrouvé forcément aussi performant que lors de la CAN parce qu'il y avait toujours ce joueur hybride. C'est que le rôle que Abdou Diallo avait joué face à la Gambie et que Pape Gueye a joué merveilleusement face à la Guinée et face au Cameroun, avec un joueur qui pouvait être au milieu de terrain tel une sentinelle et qui pouvait faire le 3e central. Malheureusement, Aliou Cissé a opté pour une autre formation où il y avait vraiment 3 centraux qui étaient à plat. D'accord. Monsieur Sadio, je vous reviens tout à l'heure parce que j'aimerais bien vous entendre sur ce manque de précision de nos attaquants devant les buts. On l'a vu hier avec Nicolas Jackson qui a raté son face-à-face avec le gardien congolais. Monsieur Sané est bien là. Seydou Sané, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, porte-parole de la Fédération sénégalaise. On parlait un peu du système d'Aliou Cissé. Alors, un point important à noter, c'est le fait que c'est Sadio Mané lui-même qui demande un changement de système. Quand même, c'est un peu symbolique. Aliou Cissé a toujours dit que son meilleur joueur, c'était Sadio Mané dans la tanière. Si aujourd'hui, ce même Sadio Mané dit ne pas comprendre le jeu, cela veut dire que c'est problématique. Oui, ça peut signifier que cela est problématique, mais ça signifie surtout que dans ce groupe, il y a un dialogue permanent. Les gens sont libres de donner leur avis par rapport à une telle situation. Et c'est comme ça que j'analyse la sortie de Sadio Mané. Oui, mais c'est au coach aussi de prendre en compte ses avis. Mais si on n'est pas d'accord sur telle ou telle proposition de l'entraîneur, on peut le dire dans le sens d'améliorer ce que nous sommes en train de faire. Alors, mais Monsieur Sané, si Sadio Mané a osé le dire, c'est certainement un avis bien partagé par la plupart des joueurs, notamment les cadres qui n'ont pas pu le dire publiquement ou alors l'ont déjà même dit à Aliou Cissé et qui n'a pas voulu les écouter. Oui, c'est possible. C'est pourquoi je dis, si Sadio Mané l'a dit, c'est parce que déjà, il y a des équipes où quel que soit le capitaine, il ne parle pas. Il ne parle pas. Mais si Sadio arrive à le dire, c'est parce que il y a la possibilité dans ce groupe de dire ce qu'on pense. Et même si c'est le groupe qui l'a dit et que lui, en tant que capitaine de l'équipe ou leader de l'équipe, il le dit, ça signifie que il faut changer, il faut apporter des corrections. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que un système, il n'y a pas un système en football qui est rigide. Le système s'adapte à la réalité du terrain, à l'équipe adverse et à l'ambition de ce qu'on attend aussitôt du match. Est-ce que c'est un match nul, un match à gagner, etc., etc. Donc un système,
il ne se décrète pas au départ. Moi, je suis pas de ça. Et c'est pourquoi j'ai pensé que ce système, tant décrié parfois, il est mis en branle pendant les entraînements. Si vous avez suivi les entraînements, pendant tous les entraînements, c'est le même système qui a été mis en place. On s'est entraîné dans ce système. On avait en son temps, vous vous rappelez bien, et c'est pourquoi j'ai aimé mon co-débatteur, il y avait des pistons, Crépin Diatta le faisait. On a joué avec ce système, on a gagné des matchs importants. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que le système est toujours valable dans n'importe quel contexte? Est-ce qu'il ne faut pas maintenant harmoniser ou adapter le système par rapport à l'équipe contre laquelle on doit jouer? C'est ça la grande question. Hier, ça ne nous a pas réussi parce que certainement les pistons n'ont pas évolué correctement comme cela se devait, parce que au niveau attaque, ça pouvait marcher quelque part, mais au niveau défensif, il y a un relâchement. Les pistons ne revenaient pas aussi. Encore que nos attaquants ont manqué de précision devant. Encore que nos attaquants. C'est un système, parfois, moi je vois ce système, surtout quand on veut gagner un match. Les gens jouent devant, les gens accélèrent, mais hier, vous l'avez bien suivi, toutes les balles là revenaient derrière. On jouait derrière beaucoup plus qu'on jouait devant. Ouais. Mais je pense que tout ça, ça va être mis dans le panier du technicien, et puis il verra pendant l'évaluation comment améliorer le dispositif, surtout qu'on joue un match important en Mauritanie. Autre chose à relever, c'est ce manque de précision de nos attaquants devant les buts. Alors, c'est pourquoi j'ai entendu Nicolas le dire. C'est quand c'est un attaquant qui rate, qui marque. Celui qui marque, c'est celui qui rate aussi. C'est vrai que il faut pas l'encourager dans ce sens. Et on a besoin de concentration, que ce soit Nicolas, que ce soit comment il s'appelle, Sima. Ils avaient déjà des balles de vue, et même Habib avait la tête là, ratée là. Donc ça, il faut corriger ça, parce que quand on veut être une grande nation de foot, il faut que ces détails-là soient vraiment des éléments de précision et qui nous permettront aujourd'hui de faire la différence. Ouais. Parce qu'imaginez si on avait marqué un deuxième but, serait-il le chaos pour l'équipe adverse. Bon, que cela ne tienne, il faut tirer les leçons de ça. Que nos joueurs soient beaucoup plus précis, que l'entraîneur aussi écoute les leaders du groupe, qui ont un avis, et qui ont une expérience, parce que c'est ça aussi. Un leader a une expérience, le groupe a une expérience, et je suis sûr que si Sadio vient jusqu'à le dire de manière publique, c'est que peut-être c'est le vase qui est déjà rempli, et on est obligé de déborder l'eau, de faire déborder l'eau. Alors, il faudrait rendre tout ça positif, parce que c'est pas le moment de tirer sur tel ou tel système, mais c'est le moment d'encourager, de se solidariser et d'aller à l'avant pour que le Sénégal soit premier et se qualifier directement à la Coupe du Monde. Ouais, merci beaucoup Seydou Sané. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Seydou Sané, porte-parole de la Fédération sénégalaise de football. Moustapha Sadio également, j'aimerais bien l'entendre sur ce manque de précision de nos attaquants devant les buts, mais malheureusement nous sommes rattrapés par le temps. Ce sera peut-être dans le journal en Wolof. Moustapha Sadio, journaliste sportif à la RTS. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h. C'est dans moins de 12 minutes. Il vous sera présenté par Eladji Ndiogou. Mesdames, Messieurs, merci à vous. Fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngom. Mise en onde Ali Ouba. Réalisation Eladji Ndiogou, chef d'édition Awambaye. Ndiogou sera là pour le 13h. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média.